On vous entend, ok, cool, parfait. Bah, du coup, bienvenue. Bienvenue dans cette petite table ronde sur les événements virtuels à l'intérieur d'un événement virtuel. On va un peu se questionner sur tout ça, sur euh, comment ça s'est mis en place, quels sont les enjeux, quelles sont les limites, et un petit peu toutes ces questions-là pendant une table ronde avec des invités qui sont juste là et les Osmosis, Alix Soblio et Jean Joub que je vais laisser chacun et chacune se présenter. On peut commencer par les Osmosis par Oh exemple. là, la solution de facilité, tu nous Vas-y, présentes même pas, quelle honte. Oh là, vas-y, présente-nous. moi je dois vous présenter. Oui. Non, 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 je parlais à Marwan, moi. Ah, Bah, sinon, je peux. Vas-y. Alors, bonjour, donc Camille et Marwan, nous sommes de la chaîne Osmosis Coop, où nous traitons en fait, nous faisons des vidéos en fait sur les jeux vidéo coop. On va parler des mécaniques principalement en coopération dans ces jeux-là, mais aussi de l'historique de développement, du parcours des développeurs et également des influences culturelles du jeu en question. Voilà. Oui. Voilà. eh ben, super. Alix, si tu veux te présenter. Ouais, donc moi je m'appelle Alix Desoblio, je suis artiste et chercheuse. Euh, les enjeux dans ma pratique tournent beaucoup autour des entités virtuelles. Je m'intéresse beaucoup aux liens qu'on va tisser avec ces entités et quelles formes ils vont prendre. Virtuel, c'est aussi bien des personnages de jeux vidéo qu'une photo stockée sur un ordinateur ou un SMS. Et dans ma pratique artistique, j'utilise la vidéo au même titre que la peinture ou la sculpture en fait. Donc je vais travailler avec le jeu vidéo comme un studio de tournage ou comme je vais travailler, donc je vais utiliser pour refaire des films ou extirper des choses. Tu as fini la présentation? Ça coupait à la fin? Oui, oui. Ok. Oui, ça coupe un petit peu, mais je crois que ça va, c'est compréhensible. Et bah, du coup, Jean Joub, je te laisse te présenter. Bonjour à toutes et tous. Je m'appelle du coup Jean Joub ou Jean Jouberton, mon nom complet. Déjà, je voulais remercier juste rapidement l'organisation du festival et surtout toi, un bot, pour m'avoir convié. Je suis très content d'être là. Merci, merci beaucoup. En ce qui me concerne, très rapidement, j'ai fait dans mon parcours universitaire pas mal d'histoire de l'art et de muséologie. J'ai été amené ensuite à travailler à la Bibliothèque nationale de France, au service multimédia, audiovisuel. Et après ça, enfin au-delà de ça, en parallèle, j'ai des petits projets autour du jeu vidéo. Donc, ben, quand j'ai l'occasion, je participe à des conférences et des tables rondes comme aujourd'hui. Je mets des petites expositions de jeux vidéo en place aussi, et j'aime bien aussi parler des expositions de jeux vidéo qu'on voit dans les institutions et les musées les plus connus. Et sinon, voilà, j'ai une chaîne YouTube également sur laquelle je traite du jeu vidéo à travers des thèmes très très larges, vidéos que je discute, comment dire, au compte-gouttes. Pour l'instant, il n'y en a que 2 sur la chaîne, mais une troisième arrive très bientôt dans les jours qui viennent. Voilà. Chaîne qui s'appelle Homo Ludens, du coup. Tout à fait, oui, exactement. Merci de le préciser. Et donc voilà, donc moi je finis pour me présenter. Je suis un bot, pourrait faire ça, un bot dans la rame sur Twitter, et j'ai une chaîne YouTube aussi sur laquelle je parle de jeux vidéo euh, sous l'angle artistique, politique ou des anecdotes de développement. Voilà un peu pour ma présentation à moi. Euh, Ce que je vous propose, c'est que avant de commencer la table ronde, avant que nos invités exceptionnels ne participent au débat, je vais juste faire un petit récap des mondes virtuels qui sont apparus là pendant 2020, pendant cette année, pendant le confinement surtout, parce qu'il y a eu une sorte d'explosion de mondes virtuels, d'expositions, de musées de plein de choses. Et après, on enchaîne sur la discussion avec les invités. Donc voilà, il y aura une petite présentation au tout début. Et bah, on va commencer avec ça. 16 mars 2020, déclaration du confinement en France. La France n'a pas été le premier pays à se confiner. Euh, donc, certains d'autres pays dans le monde ont déjà été confinés. Ça a été quelque chose d'assez exceptionnel, d'assez dur aussi à vivre. Et, euh, et, donc ça a changé vraiment beaucoup de choses dans le quotidien de tout le monde. Et évidemment, ça a changé le quotidien des musées, des institutions qui n'avaient du coup plus de public et qui ne pouvaient plus
se faire, enfin, faire des expositions, avoir des visiteurs, faire des spectacles, ce genre de choses. Et donc ça, c'était donc le 16 mars, la déclaration de confinement. Et quelques jours plus tard, il y a Animal Crossing New Horizons qui sortait sur Switch. Et ça, dans ce moment où ça a été, vous le savez, très compliqué, ça a eu l'effet d'une sorte de bulle d'air frais. Meilleur timing pour Nintendo, je lis dans le chat. Effectivement, ça a été un meilleur timing, et ça fait des ventes incroyables. Et Animal Crossing, qui est déjà très attendu, a vraiment fait l'effet d'une bulle de fraîcheur, un moment d'évasion dans un quotidien où on était tous et toutes enfermés. Et j'ai mis la petite pétition à côté pour bien montrer que, bah, en fait, il y a même des pétitions pour que ça soit publié plus tôt que le 20 mars. Ça a été très très attendu, très acheté et surtout en dématérialisé évidemment. Et donc, c'est dans ce contexte que les musées et des artistes vont commencer à investir Animal Crossing. C'est donc quasiment à la sortie du jeu, voire même un petit peu avant pour certains musées. Alors d'ailleurs, juste un truc pour les invités, si jamais vous pourrez garder le timer et me dire quand on sera à peu près dans 10 minutes, histoire que je déborde pas trop. Il est où le timer, chef? Comment? Il est où le timer, chef? Tu veux dire notre horloge à nous? Oui, oui, c'est si Ah oui, jamais d'accord, je pensais je qu'il y avait un déborde trop. Non, non, si D'accord, jamais je déborde trop. ça marche. Voilà, désolé pour du coup l'interruption. Et donc, dans les musées qui sont appropriés Animal Crossing, il y a eu le Los Angeles Contemporary Museum of Art, le LACMA, et le Getty Museum, qui ont été deux dans les premiers à investir Animal Crossing, à en fait recréer des parties de leur collection dans l'éditeur de pixel art. Donc on peut, avec cet éditeur, on peut le faire des vêtements dans Animal Crossing, on peut faire des tableaux, des murs, je crois aussi. Enfin, on peut faire pas mal de choses. Et ces musées ont dit, bon ben, nous, on peut pas être ouverts, mais au moins on peut donner à télécharger des reproductions de nos œuvres qu'on expose dans le musée pour que chacun et chacune puisse faire son propre musée. Ça a été un peu les deux qui ont un peu été dans les premiers. Et juste pour vous donner une idée, voilà, le l'ACMA et le Getty Museum, c'est pas des petits musées, c'est des grosses institutions, c'est des grosses choses, c'est pas une petite initiative de musée, indépendant. Et voilà, c'est juste pour vous donner les échelles. Et donc en France, il y a eu aussi le musée d'Angers, le musée des Beaux-Arts, je crois, non, des Sciences naturelles d'Angers, qui a eu cette initiative de proposer en fait des visites virtuelles dans le musée du Animal Crossing. Eux n'ont rien créé, simplement. Comme il y a un musée dans le jeu, eh bien, on avait droit à une visite guidée avec l'un des commissaires d'exposition du vrai musée d'Angers et il nous expliquait un petit peu plein de choses. Malheureusement, je n'ai pas pu y aller, je n'ai pas pu y assister parce que voilà. Et ça a été ensuite repris avec un partenariat avec jeuxvideo.com et ça a été streamé en même temps sur, je crois, le live, quelque chose comme ça, sur le stream. Et donc ça a eu une grosse audience au final. Et de l'autre côté, il y a aussi The Museum of English Rural Life, qui est un musée en Angleterre, un musée vraiment sur la vie rurale, qui avait, en amont de la pandémie, avait déjà fait un partenariat avec Nintendo pour que les visiteurs et les joueurs puissent créer leurs propres habits inspirés de la collection du musée. Donc au final, ils sont retrouvés à être pas les premiers, alors que c'est les premiers qui avaient initié finalement ça. Et avec la pandémie, du coup, il y a eu d'autres choses qui ont été faites. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour les musées. Et du côté des artistes, c'est également la même chose. Là, ici, je vous présente le travail de Timo Kulder, de Stéphanie Unger, du musicien Grimcraft et de Matteo Perrotta, qui est un petit peu particulier parce que Matteo Perrotta, il devait faire une exposition physique dans une vraie galerie. Et au final, bah, il se retrouve à la galerie fermée. Et du coup, il recrée ses pièces dans Animal Crossing et il les réexpose comme s'il les avait exposées physiquement. Gamecraft qui a fait des concerts dans Animal Crossing et qui en même temps les streamait sur Twitch, je crois. Voilà, il y a eu plusieurs initiatives comme ça où Animal Crossing, les gens se sont réappropriés Animal Crossing et c'est devenu vraiment des lieux de rencontre, des lieux sociaux et des lieux culturels.
Il y a également eu des expositions et des musées qui ont été uniques, c'est-à-dire qu'ils n'existaient pas. Ah, ça y est, ça fait des... Ok, j'accélère. Donc il y a eu aussi des musées qui n'existaient pas avant, hors de Animal Crossing dans la vie réelle, et donc le Lothorian Island Gallery ou le Basker Museum of Modern Art, qui parfois s'amusait à refaire des pièces qui existaient, comme The Artist is Present de Marina Abramovic, refait dans Animal Crossing par Shinji Kor. On a également le Museum of Contemporary Art Klingenthal, qui sont tous les deux hyper intéressants parce qu'ils ont créé des pièces uniques. Ça ne peut pas être exposé hors de Animal Crossing. C'est des pièces qui sont uniques à Animal Crossing. Et même là, la petite qu'on voit Never Again, la petite photo rouge, c'est même une référence à un bug dans une ancienne version d'Animal Crossing avec des tulipes. Voilà, donc il y a eu plein de choses comme ça qui se sont créées. Il y a eu une sorte d'émulation, confinement oblige. Et évidemment, il y a aussi les musées et des festivals. Donc là, c'est le Stunfest qui a été recréé dans Animal Crossing et en même temps a été recréé dans Minecraft. Voilà, ce qui est ce qui est, je crois, le seul qui a eu deux recréations différentes. Donc il y a eu dans Minecraft, mais pas que. Il y a eu dans les Sims, il y a eu donc un concert dans les Sims du groupe Miss France, je crois que ça s'appelle comme ça. Il y a eu Jean-Michel Jarre là pour la fête de la musique qui a fait Alone Together dans VRChat. Il y a eu le Strong Museum qui est un musée du jeu vidéo qui a refait sa collection dans Minecraft et d'après ce que j'ai compris, c'était interactif. Donc voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Les jeux vidéo ont été réinvestis par des entités culturelles tout simplement pour contrer finalement le confinement et la baisse de visite, voilà, ce genre de choses. Là, je vous en montre juste quelques-uns d'autres, juste pour vous montrer que c'était pas forcément des détournements de jeux vidéo qui ont été faits. Il y a des jeux, espace virtuel, monde virtuel, espace culturel, tout en un qui ont été créés spécialement pour une occasion. Donc là, il y a My Famicas Exhibition qui normalement est un lieu physique. Il y a eu des musées qui ont décidé de faire leur version virtuelle de leur lieu. Il y a eu même ce qu'on voit, la New York University Grad Alley tout en haut. C'est pour les étudiants, les diplômes des étudiants, pour montrer le travail de fin d'année. Voilà, il y a eu beaucoup de choses très différentes. Et je voulais juste mettre pardon, un mot sur Like Like. C'est en fait un petit jeu qui a été initié par Like Like, qui sont simplement des artistes, des game designers qui font des expos physiques. Ils n'en ont pas pu à cause du confinement. Et du coup, on refait une version en 2D, en jeu. Et en fait, plusieurs autres festivals ont repioché l'idée de Like Like, leur ont demandé, et ils ont fait des mods de leur propre jeu. Du coup, là, quasiment tout ce qu'on voit sur cet écran, c'est à la base le jeu Like Like qu'on voit juste l'écran rose, à l'exception juste d'une Minecraft. C'était des étudiants qui exposaient leur projet dans Minecraft. Il est quelle heure? 15. Ok, je vais accélérer encore. J'ai fait un peu trop long par rapport à ce que j'avais prévu. Voilà. C'est juste une tendance qui ne date pas d'hier. Donc, il y a Second Life, évidemment. Le Tet Museum qui avait refait des tableaux dans Minecraft en 2014. Le Dimoda qui est un musée dans Second Life pour les œuvres virtuelles uniquement depuis 2015. Et puis si on remonte encore plus loin, on peut imaginer le Louvre, les CD-ROM du Louvre, les CD-ROM du musée d'Orsay et le Namco Museum qui était un véritable espace physique dans la PlayStation où il y avait même une scénographie, une misographie et on pouvait voir, on apprenait des choses. On apprenait des choses sur chaque jeu. C'était assez fou comme projet. Il y en a eu 5 pour rappeler chaque lettre du mot Namco. Et voilà, si jamais vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil au Namco Museum. Et donc pour vous montrer que c'est quand même les musées, ça prend de l'ampleur, il y en a de plus en plus depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, donc des musées, des espaces virtuels. Prism 7 du Centre Pompidou qui est un petit peu différent puisque c'est un jeu plutôt d'aventure, mais il y a quand même une sorte d'espace dans lequel on apprend des choses sur les œuvres. Il y a évidemment euh, Assassin's Creed Discovery Tour qui a montré plein de choses, les visites virtuelles du Louvre, etc. Il y a voilà, plein d'autres choses que je ne détaillerai pas, on détaillera un peu plus tard peut-être. Et il faut juste mettre l'emphase sur le fait que Minecraft et Roblox sont des gros viviers euh, de, euh,
des gros viviers de création de musées, des créations de festivals, de concerts, de lieux. Les joueurs et joueuses de Minecraft sont à la fois architectes, concepteurs, commissaires d'exposition, organisateurs, tout en un. Et, euh, et je pense que c'est, sans me tromper, les deux vraiment où il y a le plus de choses qui sont faites dans ce côté-là. Et du coup, Roblox a un peu repris la main par rapport à Minecraft pour ces dernières années. Et ce qui nous amène, pour finir, à Fortnite. Et Fortnite qui devient une sorte d'espace culturel en puissance, et ça, on pourra le discuter tout à l'heure. Mais juste faire la petite timeline. Depuis 2019, ils ont commencé avec le concert de Marshmello. En avril, il y a eu le concert de Travis Scott, qui ne sont pas simplement des projets, des vidéos dans le jeu, c'est vraiment, il y a tout un dispositif de mise en scène avec des modèles 3D gigantesques. Euh, et on a même des fois l'impression d'avancer dans des environnements, même sans bouger. Enfin, il y a vraiment des gros dispositifs qui sont faits. Et puis, en mai 2020, donc ça c'est Travis Scott, c'est en avril. En mai 2020, il y a eu la diffusion du premier trailer de Tenet, le prochain film de Christopher Nolan. Et en juin, le 26 même, donc il y a 2-3 jours, il y a eu la Movie Night dans Fortnite qui proposait simplement de projeter des films pendant que les cinémas sont fermés pour continuer d'avoir une sorte de vie culturelle, de vie sociale comme au cinéma, mais dans Fortnite. Alors évidemment, hein, ça n'était que des films de Nolan qui ont été projetés. Donc voilà, il y a toujours la question de la promotion avec Fortnite. Voilà, c'est un gros outil de communication Fortnite de promotion avec John Wick, les mondes de Ralph, etc. Donc voilà, faut aussi le prendre en compte. Mais mine de rien, Fortnite est impressionnant sur ce qu'ils sont en train de pousser. Et voilà. J'espère que j'ai été. Ça va, il est 18. Bon, ça a été très rapide. J'espère que ça n'a pas été trop rapide. Et on peut démarrer cette table ronde après ce petit historique. Ce tout petit historique et cette mise en perspective, finalement, des choses. Et moi, j'aimerais, du coup, ouvrir cette table ronde et poser une question, donc, du coup, du coup, qui veut répondre à Alix, Jean-Joub ou Osmosis. Est-ce que vous avez déjà expérimenté des événements virtuels en ligne? Non, parce que j'ai un travail et j'ai pas le temps. Oh le mec. Oh le mec. C'est une bonne réponse. Non, en vrai, j'ai toujours voulu, notamment tous les events autour de Fortnite, ça m'a toujours fait kiffer, mais bah, j'ai jamais réussi à dégager le temps pour. Mais ouais, ouais, alors, des events virtuels organisés ou des events virtuels, on va dire, à plus petite audience, de manière très personnelle, en comité réduit, ou tu parles vraiment d'événements virtuels en fait, qui ont été organisés par des institutions ou des entreprises et auxquels justement on aurait pris part. Non, bah, ça peut être par exemple un collectif d'artistes qui aurait fait quelque chose dans Minecraft. Voilà, ça peut être vraiment, c'est juste une question, savoir quels sont déjà vos rapports, vos connaissances de physique du monde virtuel. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir participé à des événements, en tout cas au sein de gros jeux. Enfin, je me tiens pas trop au courant en fait, comme Fortnite, etc. Ça me touche pas vraiment. Mais par contre, on a organisé nous-mêmes avec mon collectif de DOW Man, drop party dans RuneScape. Ça consiste en fait, tu vides le contenu de ton inventaire au sol. Il y a un timer avant que les objets disparaissent et donc n'importe qui peut venir se servir et récupérer ces objets. Et l'idée, c'est un peu de court-circuiter l'économie du jeu qui ne pas vraiment de faire du troc. Du coup, on a eu un public 3 parce que moi, c'est le genre d'événement dans un monde virtuel quoi, qui va mobiliser à la fois des actions et des gens dans un objectif commun. Et alors, RuneScape, est-ce que tu peux juste rappeler un peu ce que c'est rapidement? C'est un vieux MMORPG, je ne saurais pas dire la date. C'est un truc assez classique. Tu choisis une classe de guerrier, etc. Et surtout, tu farmes beaucoup. C'est un jeu répétitif et paille. Ah, ça drop un petit peu. On a Ah, je pense Alex, qu'on...
Ouais, je me permets, mais tu coupes énormément, en fait. Et là, typiquement, on t'entendait plus du tout. Donc, je sais pas si c'est parce que t'es pas assez proche de ton micro ou si c'est la détection qui est trop basse. Ouais, là, on n'entend pas. Ok, bon. Du coup, pendant que Ligue va changer ses configurations, Jean-Joub, est-ce que Oui. tu as une expérience des mondes virtuels? Des mondes virtuels, oui, mais pas d'événements. Ça, j'ai eu dans mon adolescence une expérience notamment des MMO, j'ai joué un petit peu à ça, etc. Mais pour ce qui est d'événements virtuels, avec une date précise, avec un horaire précis, un peu unique au sein de ce monde virtuel qui n'est pas se répéter. Là, pour le coup, j'ai jamais vraiment fait un peu parce que comme Marwan, c'est vrai que maintenant, j'ai plus vraiment le temps. Et en plus, parce que les jeux, généralement, en tout cas, les mondes virtuels ludiques qui proposent ce genre d'événements ne sont pas forcément ceux qui m'intéressent aussi en tant que joueur, tout simplement. C'est pas leurs propositions ludiques m'attirent pas, et donc du coup, de fait, je participe pas à ces événements virtuels. Après, je les trouve particulièrement intéressants. Voilà, on va y revenir après, j'imagine. Ben, dans Fortnite, ce qui s'est fait là avec le confinement dans Animal Crossing, je trouve ça très très intéressant, sans même que moi j'ai expérimenté ces jeux-là en tout cas. D'accord, tu as quand même suivi un petit peu ce qui se passait sans y jouer. C'est ça? Oui, tout à fait, exactement. Mais du coup, pour toi, il faut que le monde, tu puisses être joueur pour accéder au monde. T'iras pas juste te connecter, voir un peu ce qui se passe. Alors, tout dépend. Dans certains univers virtuels qui sont pas forcément ludiques, bah, comme celui que nous propose le festival aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin d'être joueur, je pense. Mhm. En revanche, pour des événements qui sont faits dans des univers virtuels ludiques et qui en plus concernent le jeu en lui-même, alors pas toujours, mais quand le jeu en lui-même, quand c'est, je sais pas, un événement, un world event dans un MMO qui peut apporter, je sais pas, un boss à battre, etc. Du coup, il faut avoir un certain engagement, j'imagine, dans le jeu et dans son univers pour y participer avec tout l'intérêt qui va avec. Ouais. Ok. Du coup, Camille, est-ce que tu as répondu? Je ne sais plus. Non, j'ai pas répondu Ah. et je me disais que non, je n'ai jamais participé à des événements dans un jeu vidéo qui mettait en scène la culture entre guillemets de la vraie vie. En revanche, j'ai déjà, comme dans les MMO, tout ce qu'on disait, j'ai déjà participé à des événements dans les jeux vidéo qui mettaient en scène la culture ou qui valorisaient la culture du jeu vidéo en question. Donc, en revanche, je me suis aussi pas mal intéressée à comment les musées avaient investi Animal Crossing. Et d'ailleurs, tu as parlé du Getty. Il faut savoir que eux, ils ont carrément développé l'outil qui permet de transférer en fait une image réelle dans le jeu. Donc, ils la pixelisent en fait façon Animal Crossing pour qu'elle soit acceptée. Je crois que c'est eux qui l'ont fait, hein, de mémoire. Donc ça va même au-delà que d'exposer les œuvres, essayer de les reproduire point par point. Et ils ont carrément développé un outil pour pouvoir amener plus rapidement la culture qui investit leur musée dans le jeu. Et par rapport à Minecraft, il faut savoir aussi, j'ai découvert ça tout à l'heure, que les sites touristiques de la région Centre-Val-Loire ont développé, si j'ai bien... Ah non, c'est des passionnés, autant pour moi. Il y a des gens ont développé les châteaux de la Loire dans Minecraft. Oui. C'est assez incroyable, quoi. Mais je pensais que c'était la région et tout qui avait mis ça en place, mais non, c'est des joueurs, donc c'est pas tout à fait pareil. Mais du coup, voilà, ma réponse c'est non pour la culture qu'on voit d'habitude dans les musées, mais oui pour la culture qu'on voit dans les jeux vidéo. Je sais pas si vous comprenez la distinction que tu fais. Bah, en Bah, gros, il y a la culture du vrai monde de là où on vit physiquement, et il y a la culture narrative, en fait, il y a la culture qui est développée par le titre. Tu vois ce que je veux dire? Genre, Mhm. si tu mets des photos d'orques, des portraits des plus grands orques qui sont présentés dans World of Warcraft, c'est pas dans la vraie vie que tu vas trouver ces portraits-là, c'est dans le jeu vidéo, c'est la culture du jeu vidéo. Ouais. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que moi, j'adore aller au musée dans la vraie vie, en revanche. Et bizarrement, j'ai assisté à aucun de ces événements. J'ai raté le coche comme toi pour le musée de Nantes. Le musée de Nantes. Danger. Angers, pardon. Oh là, Ah, je vais pas me faire des amis là. Oh là. ouais, du coup, bon, je vois qu'il y a une main qui se lève. C'est... Non. Oui?
Il y a une question ou pas? Ouais, j'avais une remarque à faire par rapport à ce que tu as dit. Je me rappelle d'un jeu, alors sur un des premiers moteurs de jeu, d'un jeu qui s'appelle Projet Entropia, qui marche avec une économie réelle. Globalement, c'est une sacrée arnaque, mais globalement, ils avaient des espèces de projets d'infrastructure où ils espéraient un peu potentiellement, comme là on est, en fait, organiser des réunions, mais même développer en fait des bureaux business, etc. Mais du point de vue culturel, je sais qu'un des DJ qui a dépensé énormément d'argent pour acheter une île sur ce jeu virtuel a organisé en fait un DJ set. Et ça doit dater de des lustres. Je te dirais facilement 10 ans, je pense. Ouais, c'est un petit peu contemporain, c'est Second Life. Mm. D'accord. Bah, je connaissais pas Projet Entropia. Est-ce qu'on a récupéré Alix? Bah, est-ce que c'est mieux là? Vous m'entendez? Ouais, là, Ouais. moi je t'entends. Peut-être j'en profite pour rebondir sur ce que vous disiez du coup. Je trouve ça super intéressant de parler de cultures différentes, mais en même temps du coup comparables avec celle du jeu vidéo et celle du monde réel. Et autant ça pourrait avoir du sens, par exemple, pour revenir sur les photos d'orques, d'imprimer des photos d'orques et de les exposer IRL, mais l'inverse ne va pas vraiment réussir à trouver son sens, quoi, parce que autant on peut parler des personnages de jeux vidéo dans notre monde, autant on parle rarement des joueurs en tant que joueurs dans, par exemple, World of Warcraft. Ah, il y a des mises en scène dans les jeux justement qui valorisent les joueurs et joueuses. Je sais pas si tu te rappelles dans Sea of Thieves, un bot, quand tu meurs et que tu es sur le bateau de la mort là, je sais plus, de la prévie, il y a une gravure. Ouais. Il y a une gravure en fait dans ce bateau-là qui est une référence à un joueur ou une joueuse, je ne sais plus, des premiers, du début du jeu. Et en fait, souvent dans les MMO, il y a des références dans le jeu, enfin souvent, peut-être pas si souvent, mais il y a des petits, ce qu'on appelle des Easter eggs en fait, qui font référence à des joueurs et joueuses entre guillemets connus pour avoir fait certaines actions dans le jeu. Donc au final, il y a un peu aussi cette glorification de la personne en mode un peu rigolo, mais ouais, c'est un peu comme l'histoire du jeu se rappelle de ses joueurs finalement. Il y a aussi dans EVE Online, en fait, où tu as un système, en fait, EVE Online, pour ceux qui savent pas, c'est un MMO, en fait, qui se déroule dans l'espace, dans le futur, c'est très science-fiction. Et donc c'est divisé en plusieurs systèmes. Et en fait, un des systèmes du jeu est connu pour être une sorte de cimetière, mais pour le coup, c'est un cimetière en fait qui fait référence à des personnes décédées en fait dans le vrai monde entre guillemets. Et en fait, ce sont des joueurs qui étaient des joueurs et joueuses qui étaient des connaissances de ces personnes-là, qui vont dans ce système et vont déposer en fait une espèce de capsule temporelle. En fait, c'est un objet qui jette dans l'espace et du coup, tout autour d'une station dans ce système, il y a plein de ces capsules-là avec un message euh, qui fait référence justement à la personne décédée. Il y a également, sur une note un peu plus joyeuse, il y a également un, un monument en fait qui a été érigé par les développeurs pour saluer en fait la première exploratrice du jeu en fait qui a fait tous les systèmes en fait du Evening, sachant qu'il y en a plusieurs centaines et qui avait alimenté tout son voyage dans un blog. C'était super sympa à suivre. Et en fait, arrivé au dernier système, les développeurs en fait l'ont accueilli en fait dans le dernier système et ils lui ont préparé un monument pour saluer son exploit en fait. Et du coup, c'est un monument qu'on peut visiter dans le jeu. Et il y a même parfois enfin pas parfois, mais il y a même tout un système de pèlerinage en fait qui se met en place pour saluer ça. Donc c'est vachement intéressant en fait parce que pour le coup ça rejoint effectivement ça, c'est à la fois diégétique et en même temps ça dépasse, on va carrément dans le cadre du jeu pour justement saluer les joueurs d'une manière ou d'une autre, quoi. Ouais, c'est un peu en fait finalement une sorte à la fois de statue, de mémorial, directement inclus dans le jeu, quoi. C'est ça? Parce que l'ego des joueurs ne suffit pas. Et c'est aussi une façon pour les développeurs de remercier l'investissement de la communauté et dire peut-être aussi aux futurs joueurs et joueuses, si toi aussi tu fais un truc de ouf, tu sauras peut-être ton nom dedans. Aussi peut-être une façon d'amener de l'engagement, ce genre de choses, non? Oui, je suis tout à fait d'accord, hein. C'est clairement ça, hein.
Si, ça fait limite culte de la personnalité, du coup, à un moment donné, mais si, c'est ça. Et bah, je sais pas, je vais peut-être enchaîner. Enfin, j'ai peur de passer à un truc qui est un peu trop rapide. Mais Vas-y, vas-y. c'était un peu le but, enfin, c'était même carrément le but des musées aussi sur Animal Crossing. C'était plus de la com que des ventes, parce qu'en fait, les ventes, de toute façon, bah, ils pouvaient pas faire payer, ils ont pas fait payer, hein, aucun de leurs, même le Getty qui a développé l'outil, etc. En fait, tout était gratuit. Donc le but, c'était bien de la com, de rester dans les esprits des gens, de leur dire, vous savez, on est cool, on est Jones, et on a des superbes collections. On va vous en montrer une partie. Venez aussi nous voir en vrai. Ne nous oubliez pas. Et quand ce sera fini, venez nous voir en vrai. Donc il y avait aussi ça, je Effectivement. pense. Bah, complètement. Notamment le MER, le Museum of English Rural Life, avait vraiment commencé ça comme de la communication. Ils l'avaient teasé en amont en disant, sur leur Twitter, ah, il y a quelque chose d'incroyable qui va arriver. Bon, ils parlaient pas de la pandémie, ils parlaient d'Animal Crossing. Et ensuite, voilà, plusieurs fois, ils ont dit, c'est aussi en même temps des éléments de communication, mais et du coup, je vais ouvrir un petit peu la question. Est-ce que même si c'est un élément de communication, le fait de l'avoir dans un jeu et de pouvoir l'avoir chez soi, entre guillemets, est-ce que finalement ça donne pas aussi l'occasion bah, d'avoir accès à ces œuvres auxquelles on n'aurait pas forcément accès on ne va pas forcément dans tel musée ou quoi? Et je pense en particulier à Runard, c'est ça, en français? Le renard Oui, là. Oui, c'est Ouais. ça, ouais. À Runard qui vend des œuvres euh, des vraies et des fausses, et il y a à chaque fois un petit détail. Finalement, se focaliser sur les détails, c'est aussi apprendre comment la peinture a été faite et quelle est la vraie peinture. C'est finalement aussi la mémoriser, la voir dans son répertoire culturel. Euh, voilà, du coup, je pose un peu cette question à la volée. Qu'est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Alors, je suis un peu dubitatif sur Runard parce que dans le principe, oui, mais Mhm. le gros problème que j'ai, moi, typiquement, parce que je dis toujours que j'ai une culture G qui est proche du néant, c'est que les œuvres, en fait, qui sont exposées chez Runard, mais en fait, t'as pas le nom. Et du coup, bah bah, des justement. fois, bah oui, mais comment tu fais pour les retrouver? Bah justement, c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est que les joueurs et joueuses vont se dire, ah ouais, c'est la nana avec son bonnet qui verse du lait, c'est la meuf de Danone, là, non, de la laitière et tout. Enfin, tu vois, tu vas essayer de rattacher ça avec des choses que tu connais, tu vas chercher, en fait, tu vas investiguer, tu vas enquêter sur ces œuvres, et en fait, par ce mouvement-là, par cette attitude-là, tu vas aussi te les approprier, je trouve. Et je pense Alors, que ça, c'est vachement cool. Alors moi, pour le coup, ça m'a pas du tout fait cet effet-là, parce que j'en ai retenu aucune comme ça, typiquement. Puisque surtout que en plus de ça, quand j'ai fait mes recherches, en fait, je suis tombé très très vite sur bah, typiquement des sites communautaires en fait qui t'affichaient directement, en gros, ce que tu cherchais à la base, à savoir est-ce que c'est une vraie, est-ce que c'est une fausse œuvre. Donc, tu sais, c'est un peu l'intention en fait, elle est un peu court-circuitée directement par la communauté elle-même. Et du coup, je trouve que bah, ça montre aussi que, alors peut-être qu'on est passé à côté de l'intention ou quoi, mais typiquement, ça, pour moi, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas pris du tout, mais c'est mon expérience vraiment très perso, quoi, avec ça. J'ai pas Animal Crossing, mais il m'a semblé voir des screens de gens qui avaient justement acheté les pièces et les œuvres dans Animal Crossing, les avaient mis dans leur musée. Il y avait, enfin dans la partie du musée où il fallait les mettre, il y avait des cartels. Est-ce que vous pouvez me le confirmer ou il n'y en avait pas? Des petits cartels, des petits trucs d'information? Oui, je crois qu'une fois que tu as la bonne et qu'elle est exposée dans ton musée, parce qu'il faut que ce soit la bonne pour arriver dans le musée, et effectivement, là, tu débloques les infos du tableau. Ouais. D'accord, oui, donc ils donnent quand même des infos. Ouais, mais il faut que tu l'aies déjà trouvé pour le coup. Ouais, Donc ouais, tu peux te effectivement. tromper une fois et. Et que t'attends 3 mois qu'ils réapparaissent, apparemment, de ce que j'ai compris. Euh, je regarde si. Jean-Joues Bouvalix, est-ce que vous voulez réagir? Ben, moi, Allez, j'ai vraiment jamais vas-y. joué à Animal Crossing, donc pas D'accord. ce que ça veut dire. Et Jean-Joues, tu allais dire? Oui, oh, il y aurait plein de choses à dire. Après, sur les œuvres de Runard, ou en tout cas les œuvres de la galerie d'art notamment, parce que je suis comme toi, un bot, j'ai pas Animal Crossing, mais pour le coup, en suivant un peu ce qui s'est passé et en
en lisant un petit peu dessus, j'ai compris que la galerie d'art en fait du musée a été débloquée après, enfin, pas immédiatement, c'était quelques semaines après la sortie du jeu. À l'origine, le musée, c'est plutôt un musée d'histoire naturelle. On a des fossiles, on a des insectes, des poissons, ce genre de choses. Et après, la galerie d'art a été débloquée. Et c'est là où Runard est arrivé avec son bateau et pour nous vendre des œuvres vraies ou fausses. Et quand la galerie d'art est complète, ou en tout cas presque complète, on se rend compte que la vision de, de l'histoire de l'art que transmet le musée est très très particulière. Elle est extrêmement tronquée. On est focalisé sur certaines régions géographiques, sur un temps donné. J'avais lu un billet de blog d'une $1 là-dessus qui était vraiment passionnant, qui expliquait que voilà, c'était une culture du chef-d'œuvre en fait qui était cultivée dans cette galerie d'art et qui omettait du coup des productions peut-être plus récentes ou des choses moins connues, des cultures plus moins mises en avant en tout cas par le mainstream de la culture. Enfin, je sais pas si jamais ça a été ressenti notamment pour les joueuses et les joueurs. Enfin, je sais pas si les Mhm. Osmosis vous qui avez joué du coup, est-ce que ça vous a sauté aux yeux ou pas forcément? Ouais, c'est de la culture très, comme on dit, institutionnelle, occidentale, quoi. C'est vraiment, t'as la Joconde, voilà, t'en as d'autres très, t'as l'impression de reproduire le Louvre chez toi. Mais ce qui est intéressant, en revanche, je trouve, c'est que il y a des joueurs et joueuses qui volontairement gardent les faux pour décorer chez elles et chez eux. Et je trouve aussi qu'il y a quand même un peu d'appropriation du coup, de dire ouais, c'est peut-être pas la vraie, mais c'est beau quand même. En revanche, comme tu dis, effectivement, ça reste très occidental. Et il y a un musée d'ailleurs qui a fait, qui n'est pas spécialement occidental, qui est un musée de culture. Voilà, c'est ça. Tac. C'est le Ayala Museum. Donc c'est un musée philippin qui Ouais. valorise la culture traditionnelle du coup, qui lui a recréé ses collections vestimentaires aussi grâce à l'outil motif donc qu'on a vu tout à l'heure. Et du coup, ils ont pu faire une petite expo de leurs vêtements pour présenter chaque pièce comme dans un musée, du coup. Mais effectivement, comme tu dis, ce qui a été prévu par le jeu, en revanche, là, c'était très occidental, culture institutionnelle, quoi. Alors du coup, moi, ce que vous dites, ça me pose une question. Est-ce que vous pensez qu'on doit exposer de la même façon dans les jeux vidéo ou dans les jeux vidéo dans un monde virtuel, on va faire large, et dans un musée physique? Ou est-ce que, ou est-ce on devrait exposer un peu différemment? Je pense que Jean Joub, Première chose qui me vient à l'esprit face à cette question, c'est que dans un jeu, si on prend l'exemple d'Animal Crossing, qui est un jeu quand même qui a une audience extrêmement large, en tout cas qui se veut toucher une audience très large, l'institution du musée, qui en plus est fondamentale dans la série des Animal Crossing, elle doit être reconnaissable, je pense. Ne serait-ce que sa façade, quand on la voit, elle est assez néoclassique, avec le fronton triangulaire, les colonnes sur les côtés, etc. On sent de visu l'institution culturelle. Et à l'intérieur, après, la façon dont les choses sont exposées, alors que ce soit la partie de la galerie ou même la partie plutôt axée sur les fossiles et les squelettes de dinosaures, on a une reproduction en fait des, euh, des manières les plus classiques d'exposer tel ou tel type de patrimoine. Et je pense que c'est voulu bien sûr, et surtout c'est assez malin dans le sens où il faut qu'auprès des joueuses et des joueurs, ça fasse tilt, qu'on se dise ok, on est vraiment dans un musée parce que je reconnais ce genre d'atmosphère. Si jamais même les joueuses et les joueurs n'ont pas forcément tous visité des musées, ils en ont vu à travers d'autres médias, par le biais du cinéma, par le biais de documentaires, par des infos, j'en sais rien. Et en fait, je pense que c'est important pour un jeu qui se veut toucher une très large audience que son musée ressemble à un musée, en fait, tout simplement. Après, est-ce que des expériences peuvent être menées pour trouver de nouvelles manières de nouvelles solutions de display? Carrément, je pense que ça peut être une bonne chose. Après, je pense pas que les développeurs, notamment dans le cadre de très, très gros jeux comme ça, prennent ce genre de risque. oui, vas-y, Conopal. Bah, c'est un peu du coup ce qu'a fait Fortnite. Bon, c'était pas des œuvres, je sais pas, muséales, vu que c'était plus un concert en fait. Je pense au concert du gars qui était en 3D, qui était gigantesque là en avril 2019. Travis Scott? Ouais, sûrement. Et ils se sont pas contentés de mettre une scène et de le faire intervenir. Ils ont vraiment fait une mise en scène unique qui pouvait être
vécu que à travers un espace virtuel. Donc je trouve ça aussi intéressant. Mais comme tu dis, Jean Joub, la problématique n'était pas la même, puisque dans Animal Crossing, il faut qu'on reconnaisse, il faut que tout type d'audience puisse reconnaître que c'est un musée. Dans Fortnite, c'était quand même complètement différent. Je pense que c'est peut-être le fun qui a pris le dessus, je sais pas. Et du coup, oui, ce serait intéressant d'avoir des choses un peu hors des clous. Et je pense aussi, en termes purement de technique, que ça dépend du point de vue. Si tu es en point de vue troisième personne, si tu diriges un personnage dans un lieu, peut-être qu'on va rester sur des configurations plus classiques. Si tu es plus en vue première personne ou très rapproché du personnage, peut-être que là tu peux te permettre des choses un peu plus rigolotes. Je sais pas, ou en VR par exemple, je pense que tu peux tenter des choses exceptionnelles. Je sais pas. Alors, je sais que j'avais visité un musée dont le titre me revient pas, qui était une des premières expériences qui reflétait pas une sorte de réalité muséale ou de scénographie. J'ai vraiment oublié le titre, ça m'embête. Et en gros, il y avait des murs, voilà, un sol, des murs, ce genre de choses. Et en fait, les sculptures se déplaçaient dans le musée et passaient au travers des murs, en fait. Et donc, c'était uniquement des sculptures faites pour ce jeu en particulier. Et ça donne quand même une autre vision, mine de rien, de la sculpture quand tu la vois qui se déplace, qui passe au travers d'un mur et qui d'un coup devient gigantesque avant de rapetissir. Et je me demande effectivement aussi s'il peut y avoir d'autres propositions qui peuvent être faites, ne serait-ce par exemple là pour la conférence, on est quand même sur un modèle voilà, proche du réel, hein, le scomorphisme est présent, il y a l'estrade, hein, il y a les petites tables, le public et les intervenants sont bien séparés, on remet les schémas qu'on connaît très bien, et effectivement ça serait intéressant de poser cette question, comment est-ce qu'on fait un événement virtuel qui ressemble pas au physique. Je pense que il y a pas mal une question de format, puisque l'art dans le monde réel, ça se passe à travers un médium qu'on va utiliser, que ce soit la peinture, la sculpture, l'installation, qui va être séparé du monde réel par son support, qui va être séparé techniquement et sémantiquement du monde réel, parce que c'est une représentation, même si c'est abstrait, c'est une espèce de représentation. Et du coup, quand on va faire de l'art dans un univers virtuel, on a tendance à remettre justement des codes issus du monde réel avec des images sur des tableaux accrochés au mur. Et en fait, je pense que ce qui se passe avant tout, c'est que quand on crée des choses dans un monde virtuel, c'est le monde virtuel, le médium tout entier. Comme avec le concert de Travis Scott, où là, il n'y a pas, du coup, comme vous disiez, il n'y a pas de scène, il n'y a pas de cadre. Et le monde entier devient un terrain de création. Et, euh, et ouais, enfin, j'étais plutôt d'accord avec ce que tu disais, Jean Jouve, sur le côté rassurant, en fait, aussi des formats qui reproduisent les choses du monde réel. Par exemple, dans cette espèce d'espace de conférence, on a besoin d'être rassuré parce que c'est avant tout adressé à un public de conférenciers, à des joueurs, donc ils ne peuvent pas vraiment se permettre de prendre des libertés. Mais je me pose quand même la question de pourquoi on remet des contraintes au point de se taper les trucs un peu relous du monde réel, c'est-à-dire là je suis mal placé, je peux pas avoir l'écran de droite. Quelle mesure c'est pertinent d'aller jusqu'à reproduire les trucs un peu pénibles passés au cinéma, quoi. Alors que il y aurait eu moyen de penser à un format où voilà, où tu as accès à tout dans un certain confort. Moi par exemple, c'est assez dérangé en fait d'être aussi loin de l'équipe d'Osmosis que j'ai l'impression qu'il faut que je crie pour Qu'est-ce que tu dis? aller. Encore. Mais effectivement, du coup, ça permet de rebondir sur la question de l'accessibilité finalement des mondes virtuels, à la fois pour les conférenciers, pour des artistes, pour des exposants, pour un peu toutes les configurations possibles. Est-ce que rien que
là, l'expérience que j'en ai de la conférence, ça m'a demandé une technicité qui est au-delà de ce que je peux avoir comme expérience dans une conférence physique où j'arrive, je pose mes fesses sur un canapé et peut-être j'ai une clé USB à donner à une équipe technique. Là, voilà, il a fallu que je règle les écrans, pour que tout se fasse, voilà, que je puisse avoir à la fois le jeu, à la fois mon truc, que voilà, il y a une sorte de technicité qui arrive, enfin, avec les mondes virtuels. Euh, et surtout, comparer donc cette entre guillemets difficulté, hein, c'est pas non plus insurmontable, euh, cette difficulté par rapport à quelque chose de entre guillemets encore une fois plus simple comme du streaming, où bah, globalement il faut télécharger un logiciel. Il y a encore une autre technicité, mais c'est me semble un petit peu plus simplifié. Euh, quel est votre avis un petit peu sur voilà, c'est l'espace web versus espace virtuel avec Avatar? Bah, il y a deux choses. Je pense que c'est quand même plus accessible pour le public, j'imagine, je crois. Parce que tout le monde. Enfin, il faut une connexion, mais à part ça, tout le monde peut relativement bien se déplacer à toutes les on peut se téléporter, on peut retrouver très facilement les gens, ce qui est généralement impossible en convention. Mais c'est vrai que comme tu disais, ça va demander aux intervenants et intervenantes un savoir-faire peut-être plus ouais, plus pointu, parce que tu peux pas te pointer et juste arriver sur scène et dire ton truc. Quoique, même pour les gens, il faut savoir faire un avatar, il faut savoir lire déjà, enfin, en vrai. Et Et oui, oui, il y a plein de choses. C'est pas si accessible que ça, en fait. Donc ouais, ouais, c'est un peu mitigé. faut avoir aussi un ordinateur qui puisse faire tourner le soft, Exactement. ce qui est pas rien. Et bah, puis on le voit bah, avec Alix, tu as eu des problèmes de micro. Voilà, il y a de nouvelles contraintes finalement qui arrivent avec le monde virtuel qui n'y avait pas forcément dans le monde physique. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Sinon je... Bah, il y a Maf Lebel, c'est drôle, qui dit que... Ah, Pardon, tu m'entends? moi j'entends, oui. Il y a Maf Lebel qui dit qu'en tant qu'utilisateur, c'est principalement son expérience en jeu vidéo qui lui a guidé sur le salon. Et c'est vrai qu'on a tout de suite eu des réflexes de appuyer sur Shift pour courir, etc. C'est vrai que c'est très jeu vidéo comme usage. Alors ça c'est drôle parce que il a fallu qu'on me le dise, que l'équipe me dise Sérieux? que bah, on peut courir, pour que je sache qu'on peut courir. Moi je marchais, voilà, je me tapais Ah, la Marwan se marche. déplace. Ah, Pour illustrer la course. ouais, il me montre. Et bah euh, du coup, est-ce que ça peut être bloquant de créer finalement le monde virtuel parce que ça demande quand même un effort technique de fabrication hein, du monde virtuel ou de mise en place. Euh, Est-ce que, à votre avis, ça peut être bloquant? Est-ce que du coup, c'est vraiment lié au fait qu'il y a eu le confinement, qu'il y a eu plein d'événements annulés et que c'est une bulle avec il y a eu plein de choses? Et, ou alors, est-ce que c'est à votre avis quelque chose quand même qui va perdurer, qui va peut-être fonctionner en double de conférences physiques? Alors, je pense que le confinement, en fait, je prends mon expérience par rapport au télétravail. Je pense que le confinement a poussé justement forcément la création de ces events ou le fait de se tourner justement vers des solutions qui existaient déjà, mais bah, qui faisaient pas de sens là tout de suite, ou en tout cas on n'en voyait pas de créer des events virtuels alors qu'on pouvait créer des events justement IRL. Maintenant, je pense que justement du fait du confinement et du fait que pas mal de, ce soit des institutions, des associations, aient commencé à se tourner, ou des groupes même, aient commencé à se tourner vers des événements virtuels, et on leur a un peu forcé la main, et du coup ils se rendent compte que, alors sans que ce soit la solution ultime, ça peut être une alternative intéressante qui peut être utilisée avec justement des événements un peu plus traditionnels. Et je trouve que là-dessus c'est intéressant, mais c'est vrai qu'après ça demande effectivement, comme disait Maf, c'est vrai que nous on a retrouvé très facilement nos billes en fait en termes de déplacement, parce qu'on a retrouvé nos vieux réflexes de joueurs, comme tu disais, shift pour courir, même la gestion de la caméra.
C'est quelque chose d'assez particulier. Je suis pas sûr, par exemple, que mon père, qui a une expérience très limitée en termes de jeux vidéo et même de navigation ou de web de manière générale, je suis pas sûr qu'il ait autant de facilité avec ce type d'événement. Et puis même, je suis pas, nous typiquement, parce qu'on a l'habitude de jouer à des MMO ou des jeux où on a l'habitude de contrôler des avatars, tout simplement. Je suis pas sûr que lui, soit immergé, ça va peut-être être même bloquant et ça va pas être pour lui. Donc je pense qu'il y a une notion aussi de public, d'adapter effectivement l'événement à son public pour que justement la transition vers ce genre d'événement virtuel se passe de manière la plus fluide possible. Typiquement pour Fortnite, je pense que on dit que oui, par rapport à, par exemple, à des institutions telles que des musées qui ont reproduit finalement des salles dans des espaces virtuels euh, pour qu'on retrouve effectivement facilement nos repères. Inversement, quand on regarde les événements qui se passent sur Fortnite, effectivement, il y a il y a des jeux de mise en scène, il y a tout le décor qui se chamboule, mais c'est aussi parce que les joueurs et joueuses de Fortnite sont habitués à maîtriser cet espace de jeu et donc à regarder partout, à se déplacer partout. Donc en fait, ils sont pas perdus. Et donc là-dessus, on peut déjà prendre beaucoup plus de liberté. Mais quand on s'adresse à un public qui n'a pas du tout l'habitude, là, ça peut devenir compliqué. C'est pour ça que je me dis, ça peut être une alternative, mais c'est pas forcément vers là-dessus qu'on devrait se diriger de manière générale pour ce genre d'événement. Ça va rester possiblement sur un public plutôt averti initié aux jeux vidéo. Après, il y a une autre chose intéressante, c'est que là, on voit les inconvénients en termes effectivement, juste de gestion, de déplacement, de prise en main de l'interface, etc. Mais il y a une chose qui est enfin, on peut voir les avantages. Par exemple, c'est accessible de partout. Effectivement, à partir du moment où on a les moyens techniques, on a un PC, etc., pour faire tourner effectivement la plateforme, on peut y accéder, on n'a pas besoin de se déplacer, on n'a pas besoin de prendre un train, éventuellement un hôtel pour les événements qui durent longtemps. On a aussi, il y a des personnes qui sont pas forcément à l'aise dans des événements, qui aimeraient bien participer à des événements, mais qui sont pas forcément à l'aise avec des groupes de personnes en fait, et qui peuvent là effectivement se retrouver dans un avatar, c'est peut-être beaucoup plus simple en fait à gérer. Donc il y a toutes ces choses-là en fait qui font que voilà, c'est pas, il y a des avantages, il y a des inconvénients, et du coup c'est pour ça que je me dis ça peut être pertinent pour une partie du public en tout cas. On veut rebondir. Moi, je veux bien. Parce que j'ai vu un T'es où? truc. Je suis là. Je vais lever Ah la oui. main. Je crois que Kelly pourrait aller dans mon sens parce qu'on assistait à la même conférence. Il y avait Page hier qui faisait sa conférence sur la voix. Et en fait, ce que je trouvais assez fascinant dans sa façon de faire, c'est que malgré qu'il faisait sa présentation via la webcam, à un moment, quand il est allé dire est-ce que vous avez des questions, il a pris son avatar et il s'est déplacé dans la salle, mais vraiment vers les gens, aller voir les personnes une à une et dire et toi, t'as un truc à dire, toi, t'as un truc à dire. Comme si globalement, en fait, il était réellement son avatar et du coup, il venait voir les gens, on dit bah, t'as une question, vas-y, n'hésite pas à parler, etc. Et j'ai trouvé ça quand même vachement fascinant de voir quelqu'un autant s'investir dans un personnage. Et je me dis que je suis d'accord avec Marwan, hein, mais je me dis que ça peut aussi avoir je sais pas, ses effets pas positifs, mais en tout cas, ça peut trouver effectivement une sorte de public, pas obligatoirement gamer, parce que je pense pas qu'il soit gamer, mais qui peut s'approprier cet outil de façon assez intéressante. Et j'ai aussi vu Brigitte Lecordier, je crois que la première chose qu'elle a fait quand elle s'est loguée, c'est qu'elle allait faire du foot. Je trouve ça vachement rigolo, quoi. Il y a une sorte quand même de distance qui s'efface, qui a avec le streaming par exemple, Mm. et qui a moins avec les avatars où on peut plus se déplacer. C'est tout à fait vrai. Non, est-ce que dans je regarde l'heure en même temps, je suis désolé. 20h55, on va toucher un peu à la fin de la table ronde. Est-ce que de ce côté-là, il y a des choses qui veulent être dites? Ouais, enfin, si je puis me permettre, j'aurais bien évoqué un peu plus Fortnite qu'on a évoqué quand même rapidement. On est resté pas mal sur ce qui s'est fait pendant le confinement avec Animal Crossing, mais je trouve que ce qui se fait sur Fortnite, moi, me fascine beaucoup. Je trouve vraiment super intéressant. Alors, Pareil. c'est comment dire? Et je pense qu'en fait, ils sont en train d'expérimenter plein de choses. Alors, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est contrairement à Animal Crossing où pour le coup là, c'était des initiatives
presque individuel et du bricolage avec le matériau qui était le jeu. Les personnels des musées se sont emparés, ils ont essayé d'un peu de retourner le matériel du jeu dans tous les sens pour y insuffler voilà, un peu de communication, un peu de médiation. Là, pour le coup, dans Fortnite, c'est bon, inverse, c'est vraiment Epic qui a le contrôle sur tous les événements qui s'y passent, etc. Et en effet, il y a donc, rapport avec, il y a vraiment beaucoup d'accords commerciaux, etc., de marketing, ça, il n'y a pas de doute. En revanche, sur ce qu'ils proposent comme expérience, en tout cas, pour les joueurs, et même au-delà des joueurs maintenant, bon, je pense qu'on peut parler de spectateurs et spectatrices, ils expérimentent dans plein de directions à la fois, et il y a des choses qui vont certainement être conservées et d'autres abandonnées. Je pense notamment à deux choses que je mettrai en opposition. Il y a ce concert un peu complètement lunaire de Travis Scott qui s'est tenu là au printemps pendant le confinement, que j'ai suivi, enfin j'ai suivi la rediffusion, du coup j'ai regardé, ça m'a vraiment, enfin, pourtant en plus la musique me parlait pas du tout et l'univers de Fortnite me parle pas spécialement non plus, mais j'étais vraiment, ça m'a assis clairement, j'ai vraiment trouvé ça exceptionnel, parce que ça apportait vraiment quelque chose à l'aspect musical de la performance de l'artiste. Des choses en plus qu'on n'a pas du coup dans un concert, dans la vie réelle. Et à côté de ça, il y a eu l'événement Star Wars et l'événement, du coup, la Movie Night que tu évoquais aussi au début. Dans l'événement Star Wars, il a été coupé. Je pense qu'il illustre bien, c'est de la dichotomie de ce que je voudrais montrer, c'est qu'au début, il y avait une sorte de mise en scène avec le Faucon Millennium, des chasseurs de l'Empire, etc., dans l'univers. Et après, il y a eu une projection, c'était en preview du dernier Star Wars en décembre dernier. Et après, il y a eu une projection sur un écran d'un bout de film. Et j'ai trouvé la première partie assez réussie parce que très engageante, ça se passe dans l'univers du jeu, on est avec notre avatar, on est présent en quelque sorte. Et après, il y avait une projection de film qui, pour le coup, n'apportait absolument rien à l'expérience que permet le jeu, quoi. C'est pour ça que la Movie Night, quand depuis ce que j'ai pu lire, dans les articles, ça a été assez mal, disons, reçu. Les gens trouvaient ça assez inintéressant parce que le fait de juste projeter, sur un écran un film dans un jeu n'apporte rien du tout au film en question, quoi. Alors à la différence du concert de Travis Scott où vraiment il y a eu des effets de gravité, de lumière, qui ont un petit peu mis en valeur la performance musicale. Je parlais pendant très longtemps, je vais m'arrêter là, mais voilà, je pense qu'il y a vraiment des choses, des expériences, des expérimentations plutôt, qui sont en train de se mettre en place et je trouve ça super, super intéressant. Et Putain. bah, vas-y. Enfin, du coup, le concert de Travis Scott, c'est pas un palliatif ou une retranscription de quelque chose qui se passe normalement dans le monde réel, quoi. C'est vraiment un truc à part Ouais, entière, en fait, complètement, ouais. qui est pensé pour exister dans ce médium. Ouais, c'est ça. Et je suis d'accord avec Jean Joup, perso, c'est tout à fait là où ces événements-là peuvent prendre toute leur signification ou leur ampleur, en tout cas. C'est effectivement quand ils s'imprègnent du médium dans lequel ils sont diffusés. Comme tu disais, Jean Joup, le musée d'Animal Crossing, c'est quand même très emote musée. Enfin, c'est vraiment, c'est limite le symbole sur les panneaux des musées, c'est exactement la même chose. Alors que sur Fortnite, effectivement, et probablement dans plein de jeux indépendants. D'ailleurs, on avait fait un jeu, un bot où c'était la reproduction d'une exposition qui normalement expose des jeux. Et là, on passait d'une pièce à l'autre et on pouvait jouer. Oui, c'est like, hein. C'est ça, c'est like. Voilà, Et, l'écran rose là. Et pareil, là, du coup, ça reprend toute la substance du médium pour se mélanger avec, mais s'embriquer parfaitement, en fait. Plutôt que de juste reproduire, façon jeu vidéo, un événement qui existe déjà. Et là, effectivement, il y a beaucoup moins d'intérêt, à mon sens. Ce qui est intéressant avec Like, c'est que c'est ce que j'ai pas expliqué par contre, c'est que les petites bornes d'arcade, quand on clique dessus, ça nous amène directement sur la page du jeu en lui-même, on peut y jouer dans le navigateur. Ça, c'est vrai que c'était super intéressant. Et en plus, il y a toute une seconde partie avec du coup, des pièces artistiques qui n'existent que dans le jeu. C'est très particulier, faut le tester. C'est encore en ligne, du coup, si vous voulez tester ça sur Internet, c'est Like Arcade. Vous trouverez ça assez facilement. J'aimerais juste rebondir sur ce que disait Jean Joub avec du coup le concert de Travis Scott. Euh, et le concert de Travis Scott était incroyable. J'ai aussi regardé des vidéos sur YouTube. Mais par contre, en comparaison au concert de Marshmello que j'avais vu, qui était pour le coup vraiment un concert avec, t'avais l'avatar de Marshmello, Ouais. t'avais une table de mixage, des grillages et t'avais
tu pouvais danser. Voilà, c'était pas particulièrement passionnant. Du coup, je me dis, est-ce que cette Movie Night, ça va pas faire, du coup, comme Marshmello, une sorte de coup d'essai et on aura un truc incroyable par la suite, comme on a eu le concert de Travis Scott. Voilà, c'était juste. Bah, j'espère. Bah Ouais. ouais. J'espère parce que ce serait un petit peu triste qu'ils se contentent, entre guillemets, de juste de diffuser en fait le film effectivement sur un écran à l'intérieur du jeu sans utiliser en fait tout le potentiel qu'ils ont avec Fortnite et qu'ils nous ont déjà démontré avec le concert de Travis Scott, qui était effectivement incroyable. Et je trouvais, je viens de penser à quelque chose, c'est que lors du concert de Travis Scott, en fait, il se passe des choses absolument partout. Pas juste sur la scène en fait. Et c'est quelque part, c'est vachement intéressant parce qu'en termes de retour d'expérience entre joueurs et joueuses, eh ben on pouvait se dire, ah t'as vu à un tel moment de la musique, t'as regardé derrière la montagne, il s'est passé ça. Ah bah non, moi je regardais ailleurs et il se passait ça aussi. Et mine de rien, en termes d'échange, c'est phénoménal en fait. C'est hyper engageant. Et encore une fois, on a vraiment ce côté, bah, non seulement ils exploitent effectivement à donf leur médium, mais ils exploitent aussi de manière ludique en fait leur propre concert dans le sens où quelque part on cherche finalement à trouver peut-être le meilleur angle, peut-être à trouver la petite scénette cachée qu'il va y avoir dans le concert. Enfin voilà, et c'est absolument phénoménal en fait comme utilisation justement du médium. Et à côté de ça, la Movie Night, elle fait un peu pas de figure, donc pour le coup, elle fait vraiment juste au PSP. Donc j'espère vraiment qu'il y aura quelque chose en plus derrière. Bah, je le souhaite aussi. Je vois qu'il est 21h. Du coup, j'aurais juste une dernière question pour les invités. Dans vos domaines respectifs, est-ce que vous aimeriez bien voir un jour un événement particulier, un événement virtuel, exister? Voilà, donc petit tour de table. C'est quoi votre événement rêvé dans vos domaines respectifs? Dans nos domaines? Oui, bah, sur, je sais pas, sur un festival de youtubeurs ou alors des expositions d'artistes contemporains ou je sais pas, comme Événement quoi. uniquement virtuel, on est d'accord. Oui, Comment on allez. réfléchit? Pardon. J'ai peut-être une idée, après, je sais pas si c'est pas vraiment mon domaine à proprement parler, mais le, j'aimerais, si, mon domaine, disons que j'aime bien, et je m'intéresse aux expositions de jeux vidéo. Et déjà, dans le domaine de la vie réelle, j'aimerais qu'elle s'améliore un petit peu parce que je trouve que pour l'instant, on est trop dans une vision un peu historique et, euh, et d'encensement des gros titres super connus, etc. Bref. Mais du coup, une exposition de jeux vidéo virtuels, j'aimerais beaucoup. Avec des jeux prévus uniquement pour ce monde virtuel, ça serait vraiment cool. Et je verrais bien ça en mode un peu à la façon du jeu que j'ai beaucoup apprécié, qui est alors pas la suite, mais le second volet de Stanley Parable, qui s'appelle, je sais plus, Beginner's Guide. Je sais pas si vous connaissez ce jeu, si vous l'avez fait. En fait, on une histoire dans laquelle on joue à différents jeux qui ont toute une maniabilité un peu différente, avec une histoire un peu différente, qui sont souvent très très curieux et très étranges. Et en fait, j'ai pris cette expérience comme une sorte de visite ludique pour être comme ça, mais en plus avec plein de gens, etc. Ça pourrait être vachement chouette pour parler du jeu vidéo. Ah bah, complètement, complètement. Est-ce que quelqu'un d'autre? Moi, je crois que ce serait un gigantesque atelier de peinture sur dinosaures dans Ark. Dans le sens où c'est à la fois une manière donc de créer des trucs tous ensemble et en même temps une manière de réfléchir à comment tu fais un truc vraiment sur un support différent en te pliant aux contraintes d'un univers. Il va pas te proposer de faire de la peinture sur une toile de peinture, mais où c'est toi qui dis ah alors quels sont les petits espaces, les petits interstices dans lesquels je vais pouvoir glisser ma créativité et m'exprimer au sein d'un truc qui n'est pas forcément prévu pour. Plus bouge. En tout cas, là, tu m'as totalement vendu le truc, hein. Moi, dès que Ouais, tu fais ça, je signe, hein. ouais. Est-ce que Et ça m'envoies le s'appellera lien Dessin du Dino? serveur. Bah, sinon, moi je suis d'accord avec Jean-Joub, les expos sur les jeux vidéo, au secours, faut faire quelque chose. Parce que vraiment, c'est les trucs. Je crois que c'est les expos les plus nuls. Enfin, je veux dire, je fais vraiment beaucoup d'expos. Et t'as souvent des scénographies et tout, des trucs vachement réfléchis. Et dès que c'est le jeu vidéo, bah, on te fout des consoles, on te fout des manettes, puis on te dit bah voilà, bah ça c'est. Ça c'est le Tomb Raider, ça c'est bien. Ok, super. C'est Bah, tellement vrai. merci. Merci. Et puis il y a un petit côté aussi très. On sent toujours que dans ce genre d'exposition,
on cherche une espèce toujours de légitimité Ah en oui, fait c'est institutionnelle Ah, tout au le niveau temps. du jeu Ouais. vidéo. Et, C'est un art, c'est et un art, c'est un art, c'est un art, c'est un art. voilà, c'est Oui, un, puis c'est c'est un, un ça art parce mérite que d'être dans un musée et il faut c'est l'exposer ça. du coup. Il faut bien mettre la console sous une vitre avec des projecteurs dessus et montrer que waouh, c'est une œuvre aussi à part. Enfin, je veux dire, on est capable de faire des choses quand même qui sont bien plus intéressantes, quoi, bien plus au niveau du jeu vidéo. Et comme tu dis, ouais, au secours, faut faire quelque chose, quoi. Oui, puis c'est un art parce qu'il y a des gens qui dessinent Ouais, voilà, c'est ça. et il y a de En la plus, caméra et enfin non, bah non, arrêtez-vous tout de suite. Mais sinon, moi je verrais, ouais, genre, franchement un truc complètement psychédélique, peut-être une exposition qui serait complètement psychédélique et qui utiliserait, à la manière de Travis Scott et Fortnite là, qui utiliserait complètement ce qu'on peut faire dans ce médium-là. On pourrait voler, on pourrait vraiment faire tout ce qui est possible de faire dans un espace virtuel, finalement, ça me brancherait pas mal. Même des vidéos YouTube réalisées comme un jeu vidéo psychédélique. Ce serait cool. C'est incroyable. Et ben, je pense qu'on a fait le tour. Ben, il est quelle heure? 21h06. Ben, merci beaucoup à tous les invités. Merci Marwan, merci Queen Apple de Osmosis, la chaîne YouTube Osmosis. Merci Jean Joub de la chaîne YouTube Homolodance. Et merci Alix Desoplio d'avoir participé à cette table ronde. Et merci à vous d'avoir été là. J'espère que ça vous a plu. Et ben, j'espère que vous allez avoir une bonne suite de festival. Voilà. Et vous aviez remarqué que les sièges, ils étaient trop grands pour nous? Et j'ai pas Ah fait oui, gaffe. carrément, putain. On avait les pieds qui flottaient, c'était trop mignon.